Bonjour à tous, bienvenue sur les débats du web. Merci d'être fidèle à la chaîne pour cette seconde émission, cette seconde émission talk show. Aujourd'hui, je suis en présence de Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Et je suis en présence de Benoît. Salut Benoît. Bonjour. Alors l'émission, comme d'habitude, elle se fait via le Discord, parce que la deuxième semaine, nous sommes toujours confinés, enfermés chez nous dans nos maisons. Mais on le rappelle et on le dira jamais assez, c'est pour le bien de tous. Donc restez chez vous. Donc pour cette nouvelle émission, comme je vous ai dit, avec Magali et Benoît, bah, je vais vous laisser vous présenter, hein. Déjà, honneur aux dames, hein. Magali, si tu pouvais nous dire, te présenter, nous dire quelques mots sur toi. Eh bien, moi, écoutez, je suis une ancienne étudiante de psychologie, donc j'ai passé mon master et pour l'instant, je suis en recherche d'emploi, voilà. Et toi, Benoît, du coup? Alors moi, je suis aussi un ancien, mais encore plus vieux étudiant d'économie et de sciences politiques. Et du coup, j'ai trouvé il y a peu un emploi comme conseiller économique et politique d'un homme politique congolais. Chose qui est quand même assez peu habituelle. Je dois le reconnaître. Alors, pour cette émission, parlons peu, parlons actu. Vous êtes au courant que le gouvernement et l'Assemblée nationale, a fait passer une loi régissant l'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19, à la propagation du virus Covid-19. Il s'agit d'une loi qui prévoit notamment l'instauration de mesures coercitives afin de sanctionner, de faire respecter le confinement, mais aussi de mesures économiques visant à garantir une certaine continuité, on va dire, de l'économie pendant et suite à la crise du Covid-19. Ça va être les deux sujets de notre émission d'aujourd'hui. Alors sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec le premier sujet qui concerne les mesures économiques qui ont été prises par le gouvernement et par l'Assemblée nationale dans la loi qu'on appelle maintenant la loi urgence Covid-19. Alors là-dessus, c'est clair, hein. Moi je vais commencer par aborder la partie, je vais dire, qui fait le plus parler de soi, bien que quand même dans les médias on n'en a pas plus entendu parler que ça, c'est les attaques assez graves, au code du travail. Alors la loi prévoit plusieurs choses, notamment l'allongement de la durée légale du travail. Il faut savoir que dans certains domaines, bon, certains domaines assez précis, mais certains domaines quand même, les employés pourront travailler 60 heures par semaine. Faut savoir que la loi européenne, elle prévoit que la limite, c'est 45 heures, si je dis pas de conneries. C'est ça. 45 heures. Euh, c'est quand même assez énorme. La loi prévoit aussi notamment la possibilité pour le patron d'imposer aux salariés de prendre des jours de congé contre son gré, avec un délai de prévenance de à peine un jour, ce qui est très peu, ce qui est très peu. Elle prévoit aussi, entre autres, je sais pas, j'en ai pas fait le tour, l'allongement de la durée de versement de la prime d'intéressement et de la prime d'activité. Elle prévoit, ça peut être une des bonnes choses aussi, une peut-être des rares bonnes choses de cette loi. Elle prévoit le maintien des droits à l'assurance chômage, bien qu'encore il faut voir les conditions. Et une modification aussi des conditions de perception de l'indemnité journalière complémentaire de la sécurité sociale. Savoir que quand vous faites un accident du travail, vous avez le droit à votre indemnité journalière, mais aussi à une indemnité complémentaire. Et la loi vient modifier ces conditions d'attribution. Alors c'est pour ça il va falloir attendre le décret d'application pour voir dans quelles conditions ça va se passer. Mais voilà plus ou moins le gros du truc. Ah oui, sachant que aussi le gouvernement peut aussi unilatéralement revenir sur la prise des jours de RTT et la prise des jours de repos qui sont déjà pris sur le compte épargne-temps de l'employé et sans son accord.
Donc voilà, moi je vous exposais assez brutalement un peu ce que prévoyait la loi. Pour moi, je vous dis, je pense pas que ce soit une nécessité d'être aussi rigide hein, sur sur tous ces aspects-là du code du travail. Et je pense que parce que c'est du coup ces ordonnances-là sont applicables rétroactivement depuis le 12 mars. C'est ce que prévoit la loi en tout cas, enfin de ce que j'en ai compris. Libre à vous de me contredire si vous avez vu si vous estimez que c'est pas ça. Mais ces mesures seraient donc applicables rétroactivement depuis le 12 mars. Et donc pendant la période de crise actuelle. Donc moi je pose la question, est-ce que c'est nécessaire de faire venir les gens euh, au travail malgré cette crise du coronavirus? Ben, si je peux me permettre une remarque, j'ai l'impression que c'est de toute manière le problème qu'on a depuis le début de cette crise, c'est la gestion schizophrénique de l'État où d'un côté il dit aux gens ne sortez pas mais allez voter. Là il dit aux gens n'allez pas travailler mais on va quand même vous faire bosser 60 heures par semaine. Donc encore une fois, je pense que c'est une vision sans stratégie de la part de notre gouvernement. Et donc du coup, enfin, est-ce que j'ai besoin de pousser l'analyse plus loin, quoi? Je pense qu'on a tous constaté le manque de prévision et de coordination qui existe au sein de notre gouvernement, et je pense qu'une partie de cette loi n'est que ce reflet-là. Bah, en fait, ce qui est surtout très dommageable, c'est que dans un contexte d'urgence sanitaire, on en profite pour passer des lois profondément antisociales. Et bah, récemment, je crois que si je dis pas de bêtises, il y a eu des appels à la grève de la part d'organisations syndicales. Et j'ai envie de dire, c'est difficile de leur reprocher dans le sens où bah, on est dans une situation de crise et le gouvernement a l'air de faire de l'opportunisme. Oui et puis à côté de ça, ils donnent pas les moyens entre guillemets ou en tout cas, ils les donnent en retard pour se sortir de cette crise donc et c'était bien aussi ça que critiquent justement les syndicats. C'est que, bon, on force les gens à travailler alors qu'on file pas le nombre de masques nécessaires, on fait pas de dépistage pour tout le monde, on est vachement en retard sur tout ça donc voilà. Après, si on devait se concentrer sur l'aspect économique, est-ce que dans ce contexte-là, c'est opportun d'aller dire aux gens il faut travailler et de faire travailler les gens malgré l'urgence sanitaire? Bah, étant donné que tu vas être conseiller économique, Benoît, je te laisse la parole là-dessus. Oui, ben là en fait c'est un autre problème, c'est celui de, on va dire mourir guéri quoi. On pourrait être guéri du Covid-19, mais mourir parce que derrière on se retrouverait face à une énorme récession mondiale. Typiquement, c'est plus ou moins ce qu'on a essayé de faire les pays anglo-saxons, Trump en premier. C'est-à-dire de ne pas avoir une récession monstrueuse derrière, parce qu'au final, une récession entraînerait une pauvreté de masse et des suicides qui pourraient être plus nombreux que ce que l'épidémie pourrait faire. Après, ça reste débattable, mais c'est l'argument de Trump. Mais c'est vrai que du coup, se pose quand même la question du dans quel état va se retrouver l'économie après 2 mois d'arrêt complet. Est-ce qu'on on est capable de le supporter ou pas? C'est une Sachant bonne question. sachant qu'à côté de ça, enfin, en toile de fond, derrière cette épidémie, on assiste aussi à, une crise économique dont on parle un peu moins, mais qui fait quand même couler la presse, enfin couler de l'encre dans la presse plutôt. Bah, on a eu un krach boursier complètement en bonne et due forme. On a perdu quasiment 50% sur le CAC 40 en quelques semaines. Même s'ils sont en train de remonter dernièrement. Mais bon. Ah, après, est-ce que ça va pas juste se limiter sur la période de crise sanitaire et une fois le virus, on va dire une fois le virus guéri, l'économie repartira à la hausse ou Ben, c'est là où c'est difficile. On a déjà vu ce genre de choses arriver. Typiquement, lors de la crise de 2008, on a eu une grosse descente, mais la remontée n'a jamais été à la hauteur. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est qu'on ait une descente de 50%, mais que derrière, on n'ait qu'une remontée de 20%. mais à la Auquel cas, différence près que la crise de 2008 était purement financière. oui, mais là, on a un krach boursier et c'est aussi purement financier. Et ça nous a quand même bien impacté. Ouais, mais la raison du krach boursier, c'est la crise sanitaire, Non, l'origine de la justement. crise, elle est sanitaire.
Oui, mais si tu as des entreprises qui font faillite à cause de la crise sanitaire, parce qu'en fait, ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers, c'est que les entreprises ont des problèmes de solvabilité. Ce problème-là, ils les gèrent d'une manière très simple, c'est ils vendent des bons du trésor à la banque centrale qui leur amènent de la liquidité. Donc du coup, ils arrivent à résoudre leurs problèmes de liquidité comme ça. Là, toutes les actions se sont cassées la figure. Donc ce qu'ils pouvaient donner en échange d'argent à la banque centrale a perdu de la valeur. Donc en fait, on est passé d'un problème de crise des liquidités à un problème de solvabilité désormais. Ça veut dire que les entreprises ne peuvent plus rembourser leurs dettes même s'ils vendaient tous leurs actifs, parce que ces actifs ont perdu 50% de leur valeur. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'une fois la crise finie, on va dire ça peut remonter? La réponse est oui, mais une fois la crise finie, est-ce que toutes les entreprises seront encore là, ou est-ce qu'il y en a une partie qui auront déjà coulé directement? C'est ça le risque en fait. Et donc Sachant la que, question... Ah, excuse-moi, vas-y, je t'en prie, Mag. bah, après, bon, je suis pas une spécialiste dans les deux domaines, ni du droit ni de l'économie, mais après, la question de la durée de la crise peut se poser parce qu'ils ont annoncé 2 mois pour ce qui est de la crise sanitaire, mais il me semble que dans les textes de loi qu'on a regardés, il y a la date du 31 décembre qui apparaît. Et puis, en effet, la question aussi, enfin, il y a plusieurs questions qui se posent, notamment le fait qu'on ne sait pas si l'épidémie peut faire un rebond ou pas après les 2 mois, et la question aussi du coup de l'économie qui risque de se poser sur une plage de temps beaucoup plus longue que celle de la crise sanitaire de toute façon. Donc, au final, pour ce qui est des mesures du code du travail, tout ça, c'est difficile de savoir combien de temps ça va durer. Bah après, pour faire face économiquement à la crise, je comprends qu'il faille, je veux dire, faire quelques entorses au code du travail et inciter les gens à travailler un peu plus, parce que euh, c'est une crise la crise économique liée à la crise sanitaire. On va pas mettre 2 mois pour s'en remettre, ça c'est sûr et certain. Simplement, est-ce que est-ce, est-ce que faire une telle entorse au code du travail, c'est nécessaire pour maintenir l'activité de ces entreprises menacées par la crise? Sachant que, enfin, de ce que je comprends, Benoît, de ce que tu me dis, c'est qu'il y en a certaines qui, de toute façon, ne s'en tireront pas. Donc du coup, ce que j'expliquais, c'est que c'est en fait un problème à l'heure actuelle, il y a un problème de solvabilité et de liquidité sur les banques. Alors le problème de solvabilité, enfin le problème de liquidité est un problème courant pour les banques. Est-ce que vous voulez que je fasse une explication sur comment fonctionne le système bancaire en fait? Je sais pas si. Bah, si ça peut apporter un éclairage aux auditeurs, ouais, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les banques sont structurellement très endettées. Et donc, elles sont endettées sur les marchés financiers. Alors, qu'est-ce que j'appelle très endettées? C'est qu'elles sont endettées à hauteur de 50 fois leur capital. Donc, en fait, il leur faut régulièrement ce qu'ils appellent, c'est faire rouler sa dette. Alors, faire rouler sa dette, c'est un peu ce que l'État fait, c'est-à-dire s'endetter à nouveau pour rembourser les anciennes dettes. Sauf que ça, les banques le font tous les soirs. C'est-à-dire que tous les soirs, à 18 h, au moment où les marchés financiers ferment, elles doivent trouver un certain nombre de milliards. Typiquement, c'est le problème qu'il y avait eu en octobre dernier au moment où il y avait eu des problèmes boursiers, c'est que les banques avaient besoin d'une certaine somme avant, en l'occurrence c'était 5 milliards, et à un moment elles ont eu besoin de 150 milliards. Ce qui a eu un énorme problème à ce niveau-là sur les marchés financiers américains qui étaient très tendus. Alors ils avaient donné beaucoup d'explications conjoncturelles pour ça, mais la vérité c'est que les banques sont structurellement endettées. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les banques, justement, pour faire rouler leurs dettes tous les soirs, elles récupèrent de la liquidité en donnant des titres en échange. Donc en l'occurrence, c'est généralement des titres des bons du trésor de l'État américain. Donc tous les soirs, les banques font rouler cette dette. Donc ce qui se passe, c'est que quand vos titres du trésor américain, vous en avez un et deux, elles valent le même prix, tout va bien. Le problème, c'est que lorsque les marchés financiers, comme c'est actuellement le cas, sont en train de se casser la figure, c'est-à-dire que les actifs que vous pouviez donner avant, c'est-à-dire que vous donniez 100 milliards pour récupérer 100 milliards de cash, bah aujourd'hui, ces actifs qui hier valaient 100 milliards ne valent aujourd'hui plus que 50 milliards. Donc vous êtes obligé d'en donner 2 fois plus. Donc c'est un peu ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que les banques sont passées d'un problème de liquidité, c'est-à-dire de pouvoir rouler leurs dettes tous les soirs,
à un problème de solvabilité. C'est-à-dire qu'elles ont une certaine pile de dettes, et est-ce qu'en face, ils ont les actifs nécessaires pour rembourser cette dette si jamais il y avait besoin? Aujourd'hui, la question se pose, puisqu'une partie de ces actifs ont perdu beaucoup de valeur. Donc c'est là où on en revient à l'explication de l'aléa moral des banques. Alors l'aléa moral, c'est quoi? C'est de dire une banque est trop grosse pour couler, parce que si elle coule, elle entraîne avec elle le reste du système financier et le reste de l'économie. Donc Oui, c'est un peu l'effet domino qui est redouté. c'est pour ça qu'en général, ils essaient de sauver les banques. C'est ça. C'est ce qu'on n'avait pas fait en 29 et on a eu une crise pas possible. C'était ce qu'on a fait en 2008, sauf qu'on les a sauvés sans leur mettre des conditions. Donc là, on se retrouve, on est 12 ans plus tard, et ben les problèmes n'ont pas été réglés et on a exactement le même problème qu'en 2008. Des banques trop grosses pour couler, qu'il faut renflouer à tout prix, sinon c'est l'économie qui coule. Et moi, la question que je me pose, c'est en quoi le fait de flexibiliser le code du travail à ce point-là pourrait aider les entreprises à s'en sortir, malgré. Enfin, est-ce que ça pourra résoudre leurs problèmes d'activité et leurs problèmes de trésorerie au point de ne plus, au point de limiter la casse sur le problème des banques? Alors là, c'est, je pense, un problème plus global qu'on a au niveau économique. Et je pense qu'il ne faut pas y rentrer dedans pour une raison très simple. C'est que pourquoi est-ce que notre économie va aussi mal aujourd'hui? C'est parce qu'on on est en concurrence directe avec des pays qui n'ont pas de code du travail, comme la Chine. C'est ni plus ni moins que le problème de la mondialisation. Donc, au lieu de faire la mondialisation par le haut, c'est-à-dire de tirer les autres économies en leur imposant d'arriver, on va dire, aux standards européens ou américains, qui déjà sont bien moins élevés, on se retrouve à devoir, nous, Européens et Américains, aller sur les standards chinois, parce que sinon, on n'est pas compétitif. Ouais, Mais mais enfin, dans un cadre dans un cadre de crise sanitaire où l'idée ce serait au moins de réfléchir à une sortie de crise sanitaire euh, pour préparer une sortie de crise économique, euh, Mais c'est après, quand même assez énervé de parler de compétitivité, quoi. Sans parler de la crise sanitaire, mais juste de savoir si flexibiliser le code du travail va permettre de sortir d'une potentielle crise économique, on peut aussi s'intéresser, enfin, moi j'aurais tendance du coup à m'intéresser par exemple à la Grèce, qui a connu une crise économique, qui a mis en place des plans d'austérité et notamment flexibilisé à donf le code du travail et qui a dû du coup faire face à une vague de chômage sans précédent dont elle est toujours pas sortie, parce que même si récemment les mesures économistes qu'on pouvait voir dans les journaux disaient la Grèce s'en est sortie, maintenant tout va bien, au final on voit que le peuple grec, entre guillemets, souffre toujours en fait, c'est-à-dire que certes ils ont réussi apparemment à revenir un peu dans la danse, quoi, dans la course, mais les mesures qu'ils ont prises pour y arriver sont juste effarantes, en fait, et elles sont pas finies. je pense que c'est là où il faut pas oublier une chose, c'est que nos gouvernements, en fait, ne sont pas des gouvernements d'intérêt général, mais des gouvernements idéologiques, et notamment avec une idéologie sur le marché du travail. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et ça explique pourquoi, même alors qu'on est dans une période de crise qui appellerait à ce qu'il y ait un peu d'unité, ils prennent des mesures aussi polémiques, parce qu'ils ont un agenda derrière. Ouais, sauf que quand même, là où il faut se rappeler une chose, c'est que pour en revenir à la France, au sujet français, c'est que la France et tout son système social et économique, c'est basé sur une idée d'intérêt général. C'est là-dessus qu'elle a bâti le service public, et c'est sur le service public qu'elle a bâti sa politique. Donc aujourd'hui, quand on parle de la France, on peut pas raisonner selon le modèle, on peut pas raisonner en matière internationale de façon classique, puisque si Je on suis, raisonne de manière internationale, de manière comme un économiste international de manière classique, on ignore totalement le modèle social de la France et Bah, on prend des mesures qui sont totalement en inadéquation
avec son modèle social, économique et historique. Bah, du coup, c'est un peu ce qu'on souligne en fait depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a une opposition entre le modèle social français qui se veut démocratique, qui se veut justement, enfin, qui peut permettre justement d'assurer socialement les gens, de leur offrir des aides et de permettre à peu près à tout le monde s'en sortir décemment, et la logique néolibérale qui tend à s'imposer dans le monde entier, y compris chez nous, avec le gouvernement Macron, mais pas que. Et voilà, en fait. Alors, je tiens à préciser une chose, la logique néolibérale qui tend à s'imposer partout dans le monde, c'est de moins en moins vrai puisque les anglo-saxons sont en train d'y revenir dessus. C'est d'ailleurs le grand paradoxe, c'est la chose très amusante, c'est au moment où nous, on a élu le gouvernement le plus néolibéral qu'on ait eu, ben, les Américains ont élu Obama il y a 10 ans, les Anglais ont élu des gens qui proposent de revenir sur justement trop de flexibilité sur le marché du travail. Voilà, le reste du monde est en train de prendre un mouvement un peu inverse. C'est une bonne remarque, c'est vrai. Ouais. Après, il faut pas. Mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Désolé. Après, toute mesure gardée, parce que c'est vrai que même si, bon, on peut pas contester qu'Obama est moins libéral que son homologue Trump, faut pas oublier que ça reste quand même du libéralisme assez dur, quoi. Oui, il y a quand même un fond très. Puis même au Royaume-Uni, au final, on pourrait s'interroger sur ce qui relève de mesures plus nationales et de mesures plus néolibérales. Ça dépend aussi des sujets. Parce que par Après, exemple, les universités au Royaume-Uni sont toujours néolibérales avec l'endettement étudiant et tout ça. Donc, après, pour en revenir au sujet du code du travail et de la protection sociale au travail, euh, je pense que il y avait, il y avait quand même une autre solution que de permettre d'imposer des choses de façon unilatérale, hein. Comme je vous l'ai dit, le patron pourra imposer la prise de jours de congé comment ça s'appelle, ou imposer à son salarié de venir travailler de façon unilatérale, encore une fois. Je pense que il y a vraiment une solution alternative et parce que bon, on est d'accord que dans tous les cas, il aurait fallu outrepasser quelques points sur le code du travail. Mais je pense qu'on aurait pu le faire en meilleure intelligence et accorder plus de place à la négociation et au syndicat, enfin donner plus de place aux syndicats, à la négociation syndicale et à la protection sociale, euh, plutôt que d'être aussi unilatéral. Je pense que vraiment, si on avait intégré la discussion et qu'on aurait mis le filtre des IRP beaucoup plus en avant, IRP, Institut représentatif du personnel pour les auditeurs, je pense qu'on aurait quand même pu aboutir à un résultat social un peu plus satisfaisant. Bah, après, oui, j'allais dire, vas-y. je suis assez d'accord avec toi. Enfin, je me permets de te couper, Mag. Je mets juste un point sur la table. C'est qu'il faut pas oublier qu'on sort d'un mouvement social qui est très long et très violent. Et donc, je pense que pour le gouvernement, remettre en selle les syndicats, c'est préparer un après-crise qu'ils ne veulent pas. Je dis pas que c'est bien. Je dis même au contraire que je suis contre. Je serais plutôt d'accord avec toi. Mais je pense que dans leur mentalité, ils ont dû penser à ça et ils ne veulent pas que les syndicats soient justement quelque chose de représentatif à nouveau. Enfin, au Oui, ils contraire, veulent avoir les mains libres. C'est de toute façon, je veux dire, si on regarde toutes les mesures prises par le gouvernement depuis le début du quinquennat, ça va dans le même sens, hein. Ils n'écoutent pas justement les revendications. Ils préfèrent y aller entre guillemets à coup de 49.3. Et oui, ils veulent mettre en place les mesures sans avoir de contraintes. Et justement, la loi d'urgence sanitaire là-dessus, et c'est aussi ce qui est dangereux et ce qui a été contesté par plusieurs avocats, c'est qu'il offre les pleins pouvoirs au Premier ministre, entre autres, et que en plus, en soi, elle peut être facilement renouvelable, parce qu'on dit 2 mois, mais en fait, elle peut être renouvelable facilement. Il bah, en fait, suffit. il y a pas, dans les ordonnances, il n'y a pas de limite de temps. Voilà. En tout cas pour les mesures relatives au code du travail, il n'y a pas de limite de temps.
C'est-à-dire qu'il y a rien, il y a même pas un article qui dit les mesures prises se bornent à la durée stricte de la crise sanitaire. Il y a rien qui dit ça. Ce qui est quand même assez effrayant parce que on ne sait pas jusqu'où ça pourra durer. Et c'est ce que, bah, justement, c'est ce qu'avait dénoncé Clément Viktorovitch dans son émission sur Click TV avec Mouloud Achour. Mais juste pour en revenir à ce que tu disais, Benoît, moi, je tiens quand même aussi à rappeler que le président, quand il a annoncé le confinement, il a dit, il a dit vouloir mettre fin, au moins pendant la période de crise sanitaire, aux conflits sociaux, notamment pas en retirant en mettant en suspens la La loi sur loi les sur retraites. le, oui. Oui, mais La loi comme sur elle, les retraites. Et je pense que dans ce contexte-là, ça aurait été, en tout cas pour lui, une bonne image de se donner que de dire, bon, on va travailler ici, pour remédier à l'urgence sociale, enfin, à la crise sanitaire et à la crise économique, on va travailler avec les syndicats pour essayer de limiter les cas, pour pas créer une crise sociale. Parce que là, très clairement, euh, on risque, en plus d'avoir une crise économique, en plus d'avoir une crise sanitaire, de se retrouver avec une crise sociale monstrueuse. oui, Et ça, c'est mais peut-être pas ce qui est top pour l'économie. bah, le problème, c'est que je pense que voilà, le gouvernement a montré clairement ce qu'il pensait des crises sociales. En fait, il n'écoute pas les gens qui manifestent. Et justement, cette loi, enfin, je veux dire, ils ont suspendu pendant 2 mois les différentes réformes, mais par l'adoption de cette loi, ils montrent aussi une volonté de potentiellement y revenir plus tard et beaucoup plus facilement, puisque en fait, ils se donnent des possibilités par rapport à ça. Ils s'affranchissent pour l'instant du contrôle de l'Assemblée nationale et du Sénat, hein. Concrètement, c'est ce que disait Paul Cassia, donc professeur d'université en droit, expert sur les questions d'éthique et de constitution, qui s'était notamment mobilisé contre la déchéance de nationalité et qui a dit que l'Assemblée nationale et le Sénat n'étaient que des tigres de papier, en fait, avec cette loi. Et que c'était vraiment une sorte de venin juridique. Benoît, tu voulais prendre la parole? Oui, il faudrait que je pense à noter ce que je veux dire des moments. En gros, c'était simplement pour dire que j'étais relativement d'accord avec ce qui s'est dit, mais je maintiens que je pense que notre gouvernement est en train de penser à l'après et que s'ils veulent qu'il y ait une union sacrée en France, ils ne veulent pas qu'elle, on va dire, eux, converger sur des positions autres que les leurs. Ils veulent que ça se fasse sur les leurs. C'est pour ça que je pense qu'ils essayent de mettre au minimum, on va dire, d'autres personnes impliquées, que ce soit des syndicats, que ce soit l'Assemblée nationale, comme Mag l'a dit. Mais je pense que ça peut se retourner très facilement contre eux. C'est si la crise est mal gérée, et Dieu sait qu'elle est mal gérée, ils risquent de se retrouver seuls à devoir rendre des comptes, avec très peu de relais pour les soutenir, qui normalement auraient dû être associés. C'est sûr que ce qui est intéressant justement, c'est qu'actuellement, on voit plein de plaintes qui sont portées notamment par les milieux hospitaliers, mais pas que, contre le gouvernement. On va voir après ce que ça va donner, mais Oui, puis ça c'est peut c'est quand vite même sans empirer. précédent. Ça Oui. Oui, sera une ça issue peut à vite suivre en tout empirer cas. parce que on va dire des méthodes pour que les gens puissent déposer facilement plainte contre le gouvernement pour sa gestion du coronavirus sont en train de se mettre en lien sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant de gestion de crise, bon, on va aborder dans la seconde partie de l'émission les mesures pour faire respecter le confinement. Je pense que ça s'inscrit dans la gestion de crise, hein, mais notamment, bah, puisqu'on parlait de la loi état d'urgence, les mesures coercitives qui ont été prises récemment par le gouvernement. On voit ça tout de suite dans la seconde partie de l'émission. De retour pour cette seconde partie des débats du web qui portera hein, sur les mesures coercitives qui ont été prises dans le cadre de de la loi Covid, urgence Covid-19, mais plus généralement aussi hein, dans le cadre de dans le cadre du confinement, hein, depuis le début du confinement. Il s'agira d'évoquer la loi. Donc vous le savez sans doute, hein, maintenant pour sortir de chez vous, il vous faut une attestation, c'est pas une autorisation, hein, c'est
une attestation dérogatoire sur l'honneur qui permet la sortie dans un certain nombre de cas limitatifs. On a surtout entendu parler, puisqu'elle a été réformée la semaine dernière par le Premier ministre, qui prévoit quelques cas supplémentaires de sortie, normalement, si je me rappelle bien, pour pointer lors des contrôles judiciaires, mais qui est venu aussi limiter d'autres sorties, notamment, je sais pas moi, les sorties de jogging, notamment, voilà, qui les limite les sorties de jogging à 1 heure et dans un rayon de 1 kilomètre, si je dis pas de bêtises, donc c'est à peu près ça. Et donc, cette loi, bon, bah, elle prévoit, en cas de manquement à cette obligation, bah, des amendes. Et donc une amende de 135 euros, 135 euros, mais qui est évolutive, c'est-à-dire plus on se fait prendre, plus on paye cher, quoi. Donc la deuxième fois, on paye une affaire 300 et quelques euros, la troisième fois 1200, 1000 et quelques euros, et puis au-delà de trois fois, bah, selon la loi, c'est 6 mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende. Donc c'est quand même assez cher, quoi. Donc bah, la question que je vous pose, ouais, c'est est-ce que ce dispositif-là, pour vous, est efficace et utile surtout? Sachant que, par exemple, en Espagne, la violation du confinement, c'est directement 600 euros d'amende quand même. Donc voilà, la question c'est est-ce que ce dispositif, en tout cas pour l'instant, la loi comme elle est faite, est-ce qu'elle est suffisante pour vous? Voilà, je pose la question, je vous le débat. Pour ce qui est de savoir si c'est efficace ou pas, dire que les prochains nous le diront. Après, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir les questions que pose justement cette mise en place, entre guillemets, donc de nouvelles réglementations pour ce qui est des sanctions, puisque cela fait débat. En fait, déjà, le motif d'arrestation pour cause de mise en danger de la vie d'autrui fait débat actuellement au cas. Est-il Parce qu'il y a eu des cas, oui, il y a eu des cas d'arrestation pour mise en danger de la vie d'autrui. Oui, il y en a déjà eu quelques-uns. C'est ça. En fait, le problème, voilà, c'est qu'on estime que les gens, du coup, exposent directement les gens au virus, entre guillemets, et du coup, voilà, il y a eu des arrestations. Alors, par exemple, là, ici, j'ai exactement, depuis le premier jour du confinement, plus de 100 000 procès-verbaux auraient été dressés pour non-respect du confinement. Les premières contraventions n'ayant manifestement pas produit effet dissuasif escompté. Donc ça, c'est l'article du Monde. C'est ainsi que selon le parquet de Bobigny, une quarantaine de gardes à vue ont déjà eu lieu et selon le parquet de Saint-Étienne, une condamnation à une peine d'emprisonnement a été prononcée le 24 mars par le tribunal correctionnel pour mise en danger d'autrui. Délit réprimé donc par l'article 223. C'est dingue quand même de se dire qu'ils ont pris un autre fondement juridique que celui de la loi, parce que la mise en danger de la vie d'autrui, c'est pas quelque chose qui est prévu par la loi, c'est pas par cette loi urgence Covid-19, c'est quelque chose d'autre qui est déjà prévu dans le code pénal. Mais pour condamner à la peine qui a été prononcée, ils ont utilisé un autre fondement que celui du Covid, celui prévu par la loi. C'est quand même dingue ça. C'est-à-dire on prévoit une loi, mais on en applique une autre pour sanctionner les mêmes faits prévus par cette loi-là. C'est dingue. Oui, mais ça, je veux dire, c'est quelque chose de régulier, que nos politiques font des lois concernant des sujets, alors que des lois qui sanctionneraient le sujet en question existent depuis déjà. Je veux dire, c'est pas nouveau. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que si on creuse un tout petit peu, on doit pouvoir en trouver régulièrement sur les dernières années. Mais en fait, moi ce qui me fait, en fait, moi, c'est pas que, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. Mais là, c'est qu'on a une loi spéciale pour régir ce cas-là, et eux, ils vont prendre une loi plus générale. Alors, sachant que normalement, si je dis pas de bêtises, en droit, c'est le spécial l'emporte sur le général. Donc, s'ils veulent condamner, ils auraient dû prendre le fondement de la loi urgence Covid-19. Mais enfin, s'ils veulent condamner sur le fondement d'une autre loi, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ça sert à rien de faire une loi. Dans ce cas-là, dans la loi, ils disent
pourront être condamnés, les personnes qui enfreignent cette loi-là pourront être condamnées sur le fondement de la mise en danger de la vie d'autrui, mais c'est pas le cas. Alors pourquoi condamner sur un autre? Est-ce que ça prouve qu'il y a une dysfonction de la loi? Je sais pas. Mais c'est une question intéressante à se poser, ça. Là, tu seras sans doute plus à même que nous de réfléchir là-dessus, je pense. Alors, moi, Oui, c'est vrai que là, je peut-être vous ai un peu juste posé du juridique, mais J'émettrais peut-être juste une théorie, c'est peut-être le fait que la loi est nouvelle, donc que les juges la connaissent pas ou mal, et donc qu'ils appliquent des choses qu'ils connaissent peut-être mieux. C'est une théorie, c'est peut-être pas du tout ça, mais peut-être. Oui, j'émets peut-être. l'hypothèse, quoi. Enfin, juste pour en revenir juste un peu juste en termes de, comment ça s'appelle, de dissuasion, est-ce que pour vous, le système est assez dissuasif? Ah bah, Enfin, je du coup, pense je que dirais, je dirais les non parce que amendes, les gens sortent. Voilà, moi bah, je dirais en fait que le problème est double, c'est-à-dire que la loi est dissuasive pour les citoyens normaux, mais elle ne l'est pas pour deux catégories de personnes qu'on a retrouvées au début du confinement dans la rue, c'est-à-dire les ou moins les jeunes de banlieue qui n'en ont rien à faire de la loi, et en deuxième catégorie, les 10% les plus riches, c'est-à-dire les bourgeois des beaux quartiers de Paris, pour qui 135 euros d'amende, c'est rien. Donc on a vu ces deux types de personnes-là être dans les rues au début du confinement. après, il faut quand même préciser que justement, cette loi a été mise en place après, en fait, les cas recensés, et que maintenant, du coup, c'est difficile de savoir si ça marche ou pas. Effectivement, le fait d'augmenter l'amende et la peine de prison, ça peut peut-être en dissuader plus d'un, mais le souci après aussi, c'est comment c'est appliqué sur le terrain. Euh, Parce que là, pour nous, on assiste à tout et n'importe quoi. Déjà, comme dit Benoît, ce qui est de l'amende, ça va pas dissuader les plus riches qui en ont rien à foutre. Bon, la peine de prison, il faut voir. Bon, enfin, c'est comment fonctionne le système actuel. On peut se poser des questions. Euh, et bon, après, par rapport au quartier populaire dont a parlé Benoît, on voit deux cas de figure se dessiner, à la fois des interpellations parfois violentes de personnes avec plaquage ventral, pas forcément légitime, et aussi des quartiers où la police pas, comme s'ils laissaient les choses se faire. Euh, Ce qui renvoie aussi un peu à ce qui se passe avec les sans-abri et les guillemets, puisque le gouvernement avait annoncé réquisitionner des hôtels afin de les loger, mais dans les faits, déjà, ça se passe pas pour tout le monde. Euh, et on a apparemment, d'après les associations justement de la situation, des témoignages qui rapportent que en fait, il y a des sans-abri, donc notamment à Paris, qui se font, comment dire, euh, conduire en dehors de la ville, parquer dans un espace entre guillemets, et avec interdiction de remettre les pieds en ville. Et bon, après, on ne sait pas comment ça va évoluer, mais finalement, la logique est un peu la même, quoi. On s'occupe pas du problème. Bah après, moi, juste pour te répondre, Benoît, sur l'affaire des banlieues, je te dirais, bon, même si je suis d'accord que le confinement c'est quelque chose c'est une mesure exceptionnelle prise dans un contexte grave et qu'il faut le respecter, euh, je pense les banlieues, il y a une réalité qu'on n'a pas l'air de prendre en compte, c'est que les gars qui vivent en banlieue, et j'ai de la famille qui vit en banlieue, donc je sais très bien de quoi je parle. euh, Quelquefois, c'est des familles de 6-7 personnes, quelquefois ça monte à 12, hein, pour vous dire, qui sont entassés dans 80 mètres carrés. Et C'est vrai aussi. à ces gens-là, tu leur dis, vous avez interdiction de sortie. C'est Euh, sûr que le confinement est beaucoup plus dur pour les gens qui habitent en ville et surtout dans les HL. Ça, c'est ça, quoi. sans parler du fait qu'en plus dans les quartiers, je pense que tout le monde n'a pas forcément accès à la télévision ou à Internet. Enfin, j'avais vu des témoignages justement de jeunes qui disaient que les anciens étaient juste pas au courant en fait et continuaient de sortir parce qu'ils savaient pas. Donc il y a ça aussi. Bah voilà, quoi, ça c'est une info à traiter, que le confinement, fatalement, je pense pas qu'on puisse l'appliquer partout pareil.
Tu vis pas le confinement de la même manière quand tu habites dans une maison et que tu as 1000 mètres carrés, 1000 mètres carrés pour toi, que quand tu vis dans un HLM avec dans un 80 dans un 50-80 mètres carrés avec toute ta famille. Et bon, qu'il y en ait qui rompent le confinement, même si c'est dommageable, je comprends qu'il faille prendre des mesures un peu plus, enfin, qu'on soit un peu plus souple. Oui, d'ailleurs, le gouvernement l'a pris en compte et il a assoupli les conditions dans les banlieues, bizarrement. Donc je pense qu'ils sont aussi au courant de ce genre de situation. Donc voilà. Après, bon, qu'il y ait de la négligence, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. De la part de certains citoyens. Et dans les banlieues aussi. Oui, mais pas C'est que, vrai qu'il y a voilà. il y a de la négligence. Mais pas que. Et il Puis faut savoir après se aussi, regarder. ce que tu disais dans ta précédente vidéo, enfin, ça faisait partie des discussions, c'est aussi que, bon, il y a eu de la négligence, mais aussi parce que le gouvernement contraire, donc du coup, et puis le fait aussi que la plupart des gens ne croient plus simplement ce que raconte le gouvernement, parce qu'ils nous ont raconté assez de salades comme ça depuis des années, donc ça a joué aussi, et pas que dans les quartiers. Ou sans même à remonter à des années depuis juste le début de la crise, quoi. Mais Mm. quand on Donc, voit je sais pas moi, quand on voit les déclarations de Sibeth Ndiaye, je veux dire qu'il dit tout et son contraire, et qu'il sort des infamies, mais je vais pas vous les citer en Oui. exemple parce que sinon j'en aurais pour toute la journée, mais je veux dire du coup, euh, faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui prennent plus ça au sérieux, quoi. Oui, Excuse-moi puis on Benoît, peut tu voulais aussi dire. parler dans la même chose de la communication schizophrénique qu'ils ont eue en voulant interdire certaines choses, les rassemblements de plus de 5000 personnes, mais maintenir les élections. Restez chez vous, mais sortez quand même un petit peu pour ci, pour ça. C'est vrai qu'ils ont eu un discours un peu plus cacophonique, quoi. et après, pour revenir du coup à la question aussi, la peine d'emprisonnement, ça pose aussi d'autres problèmes parce que actuellement, la situation des prisons est quand même aussi problématique pour d'autres raisons, parce qu'ils sont déjà victimes de surpopulation carcérale. Donc, les rares cas d'infection au Covid-19 sont difficilement traités. Enfin, on essaie d'isoler les uns par rapport aux autres, mais au final, c'est pas possible parce que c'est déjà plein. Il y a des associations qui ont demandé à ce que les peines les plus courtes et les gens aussi qui sont en maison d'arrêt, donc en attente d'être jugés, puissent voir leur peine suspendue provisoirement le temps de la crise, histoire d'éviter justement la propagation dans les prisons. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on entend peut-être moins parler, mais enfin, du coup, là, actuellement, il y a quand même une crise aussi qui se déclenche dans les prisons, parce qu'on assiste, comme ce qui s'est passé en fait en Italie, à des insurrections de prisonniers qui ont Bah, peur ça a été à la notamment le cas dans plusieurs prisons en France. Je crois il y a eu Roanne, il y a eu fois. Fleury-Mérogis, il y a Ouais. eu celle de la prison de Marseille, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Donc, Les Mais Baumettes. pardon, les Baumettes, il a dit. les Je Baumettes. sais Donc peut-être. oui, enfin après, dire bon, dans les prisons, c'est toujours très sensible parce que bon, déjà c'est un système où bah, les gens sont confinés de base, hein, mais Oui, qui en plus des conditions sociales très dures. Donc si on ajoute à ça les mesures restrictives qui ont été prises dans le cadre du confinement, bah, notamment l'arrêt des parloirs, et mm, juste l'arrêt des parloirs, mm, c'est quelque chose sur le moral d'un prisonnier qui est, euh, qui est très pesant, hein. Parce que le parloir, c'est le seul moment où la personne a un contact extérieur, quoi. Donc, c'est ça. supprimer lui ça, enfin, c'est normal que c'est normal. Je vais pas dire que c'est normal que ça parte en cacahuète, mais si on prend ce genre de mesures sans prévoir de contrepartie, je sais Sur- pas moi, en favorisant je sais pas moi, l'accès au téléphone, ou, bah, ouais, surtout que fatalement, il va y avoir des retours. surtout que les parloirs aussi, ça peut poser question, parce que je pense que niveau promiscuité, c'est pas non plus
Oui, oui, oui. Pas non plus Bah, après, l'idéal, quoi. Donc, je dis pas qu'il faut pas supprimer qu'il fallait pas supprimer les parloirs, parce que du coup, oui, les parloirs, faut voir, dans certaines prisons, c'est des box de 1 ou 2 mètres carrés. Il y a des chaises, quelquefois il y a même pas de table. Euh, donc après, ça aurait pu aussi. niveau contamination, c'est le banco, hein. Ouais. T'as tout pour choper le Covid, hein. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas mettre des aménagements comme ça a été fait dans certaines grandes surfaces? Par exemple, je sais pas, dans des supermarchés, ils ont mis des vitres entre les caissières et les clients. Enfin, je veux dire, pour le coup, les caissières sont pas plus protégées niveau promiscuité. C'est pareil, quoi. Donc, Bah, après, enfin, les prisons, c'est que si t'en as un contaminé, ça va beaucoup plus vite que dans un magasin où, dans un magasin, t'es pas, les caissières, je Oui, dirais, elles sont pas à oui, 5 mais dans 10 mètres carrés. elles peuvent prendre leurs dispositions pour éviter de contaminer les gens. oui, Si mais t'es du coup, contaminé du coronavirus en prison, sachant que tes codétenus, quelquefois t'as 3-4 codétenus dans ta cellule, euh, la vitesse de propagation, mais c'est inimaginable, hein. oui, mais du coup, il y a déjà des cas qui se sont déclarés. Et bon, bah, on pas de mesures justement prises pour aider. Et dans ce cadre-là, juste place une peine de prison pour les contrevenants, ça va pas aider non plus. On prend le risque que ces personnes, si 19 le transmettent aux prisonniers ou qu'elles le chopent en fait en prison. Donc, Oui, aussi, et oui, c'est vrai que pour en revenir sur la peine de prison, les 6 mois d'emprisonnement, oui, c'est vrai que 6 mois pour surcharger ça risque juste de surcharger les prisons. Là, je suis bien d'accord avec toi. Euh, Moi, je pense que 6 mois, c'est juste énorme et qu'il aurait fallu prendre, je sais pas moi, un mois une peine de prison à titre dissuasif. Oui. Après, parce qu'après, après, faut se dire, faut aussi se dire un truc. Si l'amende malgré tout ça marche pas, il faut bien passer au stade supérieur. Et on l'a vu que l'amende ça marchait pas, parce qu'il y a des gens qui malgré les interdictions sortaient. après, encore une fois, on ne sait pas si les gens étaient parce que justement, entre guillemets, l'amende ne suffisait pas, ou si c'était juste parce qu'ils n'étaient pas au courant ou qu'ils ne se rendaient pas compte du degré d'urgence de la situation. Hein, parce que voilà, il faut aussi le temps que les choses se mettent en place. Ouais, mais Et déjà si par t'en arrives à rapport, la peine de prison, c'est que t'as déjà été averti 3 fois. Donc, hmm, Après, les peines de prison de moins de 2 ans sont assez rarement effectuées en prison en elle-même. Il y a beaucoup d'aménagements des peines sur des durées courtes. Donc je pense pas que même si on est condamné 6 mois pendant le coronavirus, on se retrouve directement en prison. Il y aura sûrement des aménagements qui sont pris, surtout qu'on a demandé au juge d'application des peines de ne pas faire rentrer trop de gens en prison. Bon, ça s'est vu, on est passé de 200 entrées en prison par jour à moins de 20. Ça a été divisé par 10. après, l'autre question que pose aussi la loi du terre, c'est les pleins pouvoirs entre guillemets qu'elle donne à Édouard Philippe, qui a été dénoncé par plusieurs avocats. Parce que le problème, entre autres, c'est que donc il peut mettre en place certaines attends, excuse-moi, ça a mesures. coupé. Tu disais, le problème, Ouais. c'est que. Oui, non, mais en fait, je réfléchissais parce que Ok. j'essaie de trouver mes notes aussi. Oui, donc le souci aussi, c'est que ça met en place des mesures donc d'exception, donc liées à l'épidémie, mais bon, on ne sait pas trop donc ce que ça va donner sur le long terme. Donc, par exemple, euh, de par cette loi, donc on peut mettre en place le couvre-feu, mais aussi des mesures individuelles, par exemple mettre en quarantaine des personnes susceptibles d'être malades et du coup l'isolement de malades confirmés. Ce qui rappelle un peu les règles aussi qui étaient entrées en vigueur contre les épidémies de peste il y a très longtemps. Ouais, bah, après, ça se Et comprend, quoi. Quand t'as des malades, il faut les confiner. C'est. oui, non mais d'accord, mais le problème là, c'est si le médecin te dit de rester confiné, d'accord, mais là, ce que dénonçait plus ou moins Raphaël Kampf, qui est un avocat pénaliste, c'est que du coup, on octroie aussi à l'administration
Donc le pouvoir de justement faire rester quelqu'un chez lui, sans passer par l'avis du corps médical, parce que du coup c'est dans ses prérogatives dans le cadre de Oui, c'est l'état vrai que d'urgence. oui. Oui, oui, mais après, on peut espérer, mais faut quoi que, après, venant de ce gouvernement, ça reste quand même toujours assez compliqué. On peut quand même espérer que ce genre de mesures coercitives se prennent avec l'avis du corps médical. Alors même si ça revient certes à l'autorité étatique, le pouvoir revient à l'autorité étatique de confiner, on peut quand même espérer que quand il prend ce genre de décision, il consulte l'avis des médicales. Et c'est ce qui me semble le béaba, le béaba de la décision. C'est on a consulté les médecins. Ils ont dit que vous étiez très contagieux. On va vous confier, on prend la décision de vous confirmer, de vous confiner. Oui, alors après, il faut voir aussi le contexte général, parce qu'on demande aux gens d'être confinés sans pour autant, pour l'instant en tout cas, leur présenter d'alternatives. Alors il y a des tests de dépistage qui commencent à être mis en place, il y a des études qui ont été lancées à l'international, mais en attendant, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on a pris du retard par rapport à tout ça, et qu'en gros, on confine les gens sans leur donner d'alternatives. Avec les risques aussi psychiques que ça peut engendrer. Donc, tout ça, c'est aussi à considération. Après, après, tu vas me dire, il y avait aussi une autre solution, et là je vais ouvrir une deuxième porte, hein, on va dire un sujet de bis. C'est est-ce que les mesures, la mesure de confinement en soi, c'était la meilleure des solutions, sachant que, bah, comme l'avait souligné Benoît, il y a d'autres pays qui ont pris d'autres mesures qui n'incluent pas de mesures restrictives comme la Corée, qui a préféré miser sur la solution du test en masse. Bah, je pense que là, on tombe sur un autre débat qui est celui de la préparation de notre gouvernement à cette crise, ou plutôt de son impréparation, et de l'état actuel de notre santé, de notre système tant de santé que de notre système économique, qui n'a plus de résilience et qui n'est pas capable de faire face à cette crise. Bah, je Donc on pense que ça essaye rentre un d'avoir... peu ça rentre quand même un peu dans le sujet, parce que l'impréparation du gouvernement, qu'on dénonce à juste titre, hein, là, c'est pas juste pour faire de la polémique inutile, mais qu'on dénonce à juste titre. Est-ce que cette impréparation-là n'a pas conduit à la prise de mauvaises décisions restrictives, oui, des mauvaises décisions restrictives. Et le confinement, bon, je dis pas que le confinement en soi c'est une mauvaise chose, puisque je pense qu'il devait être pris, mais si le gouvernement avait mieux pris la mesure de la chose, est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager d'autres solutions, et notamment la solution du testing en masse? Faut savoir que je crois qu'en Allemagne, c'est un nombre considérable de tests qui sont réalisés chaque semaine, hein. 500 000 en l'occurrence. 500 000, bah voilà. J'étais pas sûr du Bah, chiffre, mais voilà, quoi. 500 000 tests par semaine. Alors bon, l'Allemagne a les moyens, la France est pas plus endettée est pas plus endettée que l'Allemagne. Pourquoi la France n'a pas choisi ce modèle-là? ce qui est sûr, en tout cas, par rapport à la Chine, c'est que du coup, on a décidé de faire comme eux. Et la Chine, c'est pas forcément un modèle, dans le sens où, avant de réagir, il y a eu quand même un délai. Il y a eu une phase où, au était du problème, ils ont essayé plus ou moins de faire taire les lanceurs d'alerte. Donc, Oui, oui, il y a eu ralentissant ça. aussi la prise en charge à le monde. Mais après, ils ont efficace par ailleurs, mais Non, le tu peux juste confinement répéter ce aussi que est tu as partie. dit, ça a sauté. Je disais, après, bon, la Chine a réussi à rattraper entre guillemets ce retard, en partie par le confinement et en partie par les tests de dépistage. Et en fait, du coup, la mesure du confinement dans ce cadre-là, c'était pas forcément la meilleure politique de base. C'est juste qu'ils l'ont fait parce que eux-mêmes avaient pris du retard. Mais si ils s'en étaient inquiétés plus tôt, peut-être qu'ils auraient pu faire autre chose comme la Corée, on n'en sait rien. Après, à la décharge de la Chine, ça a été le foyer de déclenchement de l'épidémie. Donc ils ont été aussi un peu surpris par la découverte d'un nouveau virus. Enfin, d'un nouveau Oui, enfin, virus. oui, non, mais il n'y a pas De que la forme nouvelle d'un virus qu'on connaissait, mais de la forme nouvelle. il n'y a pas que la surprise, hein. Il y a eu aussi, je te dis, des lanceurs d'alerte qui se sont fait arrêter justement
pour ne pas affoler la population Oui, alors qu'ils après, auraient il y a dû eu le faire. ça. Et que aussi par la suite, parce qu'on a eu des témoignages de personnes justement qui vivaient sur place, avec contrôle des informations circulant sur internet par rapport à cette épidémie. Donc c'est quand même pas rien. Faut pas non plus se leurrer, la Chine, c'est pas le pays des bisounours, hein, donc voilà, il y a du bien et il y a du moins bien. Après, voilà, pour rester au contexte national, est-ce que vous pensez que ce testing de masse était possible? Ben, c'est là où c'est compliqué à dire parce qu'en fait, une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu faire beaucoup de tests jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on a eu une pénurie d'écouvillons. Alors l'écouvillon, c'est l'espèce de coton-tige avec lequel on prend les échantillons. En fait, on a eu une pénurie de ça et donc on a enfin réussi à la résoudre. Bon, on aurait pu s'y prendre plus tôt et donc la résoudre plus tôt aussi, mais l'une des raisons voilà, pour lesquelles on n'a pas pu faire du testing de masse, c'est à cause des pénuries. Bah après, Exactement c'est le le même même problème que problème pour les qu'on a eu pour masques. le gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, il n'y avait pas eu de pénurie. Ce qui avait eu de pénurie, c'était la pénurie des flacons, qui étaient fabriqués en Chine. C'est quand même assez cocasse cette crise, hein. On a des situations assez dingues. Et C'est dire ça. des choses de base que le gouvernement n'a pas, ça pose quand même de graves questions d'organisation. Et je pense que c'est en ça que il y a plusieurs associations qui, comme tu l'as très justement souligné Magali, hein, veulent attaquer le gouvernement en justice. Bah, notamment aussi par rapport justement au démantèlement du système hospitalier quoi, qui avait été mis en place avant et qui joue aussi à l'heure actuelle, comme tu en avais parlé déjà dans ta précédente vidéo, avec justement du coup, cette infirmière du coup, qui en parlait très très bien. Hein. Enfin, concrètement, pour eux, pour le corps médical, c'est clair que la suppression du personnel, la suppression du nombre de lits, ça joue à l'heure actuelle. C'est sûr que fatalement ça joue un rôle, mais du coup, enfin on arrive quand même à cette conclusion assez grave, c'est que le gouvernement n'a pas pu prendre de meilleures dispositions parce qu'il n'était pas équipé, et pire que ça, parce qu'il a organisé son déséquipement. Du coup, un peu malgré lui, mais qu'il l'a organisé. C'est ça. C'est un peu la Oui. conclusion qu'on a de cette émission. Est-ce que vous la partagez avec moi, quoi? Bah, si Complètement. on ouais, voilà, c'est si on se base, par exemple, sur la Corée, là-bas, ils ont au moins, le nombre de lits nécessaires, entre guillemets, pour accueillir le nombre de patients. Alors certes, le la population n'est pas la même, hein, en termes de Oui, densité, aussi, mais c'est question démographique, hein. On a un bah, en pays tout à cas 70, presque 70 millions d'habitants. Dans le cadre d'une épidémie, tous les hôpitaux ne peuvent pas bah, absorber la même quantité. Donc, peut-être que oui, que dans tous les cas, le confinement aurait été ordonné. Mais je pense que, enfin, si on avait pris d'autres mesures, peut-être que il aurait pas été aussi radical et on n'en arriverait pas à ce genre de disposition là, peut-être. Oui, et ça pose déjà le problème aussi un peu plus large du nombre de lits d'hôpitaux par habitant. On sait qu'en France, on a 2 fois plus qu'en Italie, mais que l'Allemagne, on a 2 fois plus qu'en France. Donc c'est vrai que Aussi, ça pose aussi ce genre de questions. Se pose aussi, comme tu l'as dit, la question aussi du stock, par exemple, de masques, qui coûtait quelques millions chaque année à remettre au goût du jour, et que notre gouvernement, pour des soucis d'économie, là, de bout de chandelle, il n'y a pas d'autre mot, a décidé de le laisser partir, et aujourd'hui, on se retrouve pratiquement sans masque, et ça cause des soucis. bah, des gros soucis, enfin, et surtout pour le personnel soignant, quoi, qui travaille dans des conditions, bah, du coup, maintenant, abominables, quoi. Déjà, de base, c'était pas la voie, mais maintenant, avec cette crise du Covid-19, euh, c'est pire. Et bon, tu sais, il y en a qui disaient, c'est des connaissances dans la rue hein, qui disaient, c'est dingue que dans la cinquième économie mondiale, on gère une crise sanitaire comme un pays du tiers-monde. Bon, j'aime pas cette expression de tiers-monde, parce que c'est assez c'est rabaissant, mais il y a une part de réalité, quoi. Un pays grand comme la France n'arrive pas à gérer, n'arrive pas à faire face à une crise à cause de problèmes logistiques et financiers. C'est même pas pour des raisons de compétence, c'est pour des raisons purement logistiques et financières. Oui. Et je pourrais même aller un cran plus loin en disant que lors de l'épidémie d'Ebola en Afrique, il y a quelques années, les Africains avaient fait du système D une espèce de spécialité qui leur avait permis de tenir plus ou moins durant l'épidémie. Aujourd'hui, dans nos hôpitaux, on est à peu près au même niveau de système D.
c'est-à-dire d'utiliser des choses qui ne sont pas prévues pour essayer de se protéger un minimum du Quand on virus. voit que des gens essaient de se protéger, se fabriquer des masques avec des essuie-tout, c'est c'est très grave. Outre les problèmes matériels par rapport aux masques, aux tests, tout ça, il y a aussi la question des traitements qui peut se poser. Parce que bon, on peut difficilement se positionner à l'heure actuelle, vu que les tests sont en cours à l'échelle européenne, mais en revanche, il y a des questions qui se posent par rapport à la manière dont a été traitée, entre guillemets, la chloroquine, parce que bon, actuellement, elle est testée, mais après plusieurs semaines où non seulement le gouvernement n'en a pas tenu compte, mais en plus où il y a eu une espèce d'effet bashing contre ce traitement potentiel, alors que bon, maintenant, il est quand même testé avec les autres. Donc, ça pose quand même des petites questions, parce que là aussi, ça aurait pu accélérer le processus de prise, enfin, de gestion justement de la crise sanitaire. Enfin, après, je suis pas médecin, donc je vais pas me prononcer sur l'efficacité de la chloroquine ou pas, mais Mm. la chloroquine n'avait pas un résultat fiable à 100%, et même en situation de crise où faut essayer d'aller vite, on peut pas se permettre non plus de. Oui, mais des tests auraient pu être mis en place plus tôt pour vérifier si elle était efficace ou pas. Or, au début, il y a eu une espèce de dénigrement directement de ce produit, et ce n'est que maintenant qu'il y a des tests. Donc, ça pose quand même interrogation. Après, Mag, je peux me permettre de nuancer ton propos. Il faut se rappeler que l'épidémie a commencé seulement en janvier et que En tout cas en depuis, on a France. testé beaucoup de solutions à droite à gauche. C'est vrai que c'est sûrement l'une des plus prometteuses et l'une de celles qui marche le plus tôt. Mais il faut se rappeler que l'épidémie est quand même très récente. Il faut aussi se rappeler que la chloroquine Oui. a des effets secondaires et que la limite de la dose efficace est la limite, quasiment la limite de toxicité de la chose. Donc ça reste un médicament utilisé de manière, on va dire, ne l'utilisez pas sans avis d'un médecin. Et faites-vous Oui, suivre si vous l'utilisez. non, mais ça, c'est sûr, il faut le rappeler, que de toute façon, c'est par prescription médicale. Après, les ça restait quand même l'un des médicaments qu'on connaissait le mieux par rapport aux autres qu'on connaît peut-être moins, enfin en tout cas pour certains, peut-être pas pour tous. Et il y a quand même eu des tests en Chine qui ont été faits. Alors après, valable ou pas valable, je sais pas, mais en tout cas, il y en avait eu, donc c'est pas non plus quelque chose qui sortait de nulle part. Ça aurait pu en tout cas interpeller les gouvernements, je pense, plus tôt, au lieu de le Après, dénigrer justement. je pense que honnêtement, le sujet de la chloroquine, c'est un sujet complexe et qu'il faudrait une autre émission pour le traiter. Donc, bon, ça fera quand même une ouverture intéressante, peut-être pour une prochaine émission, hein. Faudrait que pour ça je prépare pas mal de sujets parce que j'ai aucune compétence en matière médicale. Mais non, mais c'est une ouverture intéressante, hein. La chloroquine, le remède miracle, ça sera à discuter sur une prochaine fois sur la chaîne, peut-être. En tout cas, merci. Bon, il faut conclure, donc merci d'avoir participé. Merci. En tout cas, ce qu'on en retiendra de cette émission, je pense, ce sont la complexité du débat en matière économique sur l'adaptation du code du travail pour faire face à la crise. Dans tous les cas, ce qui est sûr ce qu'on a pu reprocher, c'est le manque le manque de dialogue et l'unilatéralité dans laquelle, dans laquelle a pris, positionné le gouvernement pour prendre ses décisions. Et de mesures sur notre deuxième sujet, hein, qui était les mesures les mesures Coercitive. Du coercitives, voilà, confinement. Mm. du confinement, de dire que en soi le système prix aurait pu marcher si on avait donné les moyens de le respecter, et cela passe par déjà donner les moyens aux personnes qui exercent le métier de faire respecter le confinement, bah, de leur donner les moyens de le faire respecter, mais aussi la réflexion a tourné autour de savoir si finalement il n'y avait pas des meilleurs moyens que celui du confinement et de la restriction pure et simple,
alors que il existait des solutions et que le gouvernement n'a peut-être pas été à la hauteur pour examiner toutes les solutions et prendre des mesures qui sont finalement peut-être pas les meilleures. On ne dit pas Après, on ne dit pas qu'elles sont les moins pires, mais on ne dit pas que ce sont les pires, mais elles auraient pu être mieux si elles avaient mieux anticipé cette épidémie et fait face notamment à tous les problèmes qu'on vient d'évoquer. Voilà plus ou après, moins on le peut, résumé de cette émission. en conclusion, on peut quand même aussi revenir sur la loi justement d'urgence sanitaire qui présente quand même un certain nombre de risques de par sa remise en cause, du coup, comme tu disais, des droits du travail, mais aussi la restructuration de la logique parlementaire et tout ça, puisque bon, elle donne quand même plein pouvoir au Premier ministre. Donc, voilà, c'est quelque chose qui inquiète aussi les avocats à l'heure actuelle. Donc, il faudra peut-être prendre connaissance par la suite, après la crise sanitaire, notamment lorsqu'il faudra faire face à la crise économique qui va aussi nous tomber dessus, enfin, dont on est déjà un peu dedans, mais dont on ne s'aperçoit pas forcément à l'heure actuelle. Donc, vigilance, j'ai envie de dire. Vigilance, ouais. Ce sera le mot de la fin. Vigilance pour vous. On vous rappelle, vigilance pour vos proches. On vous rappelle, hein, confinement, restez chez vous. Hein, pour l'instant, c'est la seule chose qu'on puisse faire en ce moment. Il s'agit de pas saturer les hôpitaux, de pas saturer les soignants. Respectez ces mesures, s'il vous plaît, les chers auditeurs. Prenez des nouvelles de vos proches. N'hésitez pas à les appeler. Saturez pas les lignes des urgences pour rien. Soyez prudents, prenez des nouvelles et faites attention à vous. En tout cas, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas bien sûr à débattre avec nous, hein, dans l'espace commentaire. Si l'émission vous a plu, lâchez un like, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien au référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les débats du web. L'émission, le talk show sera ouvert. Je le répète, j'ai essayé de me tenir un rythme de publication à une fois par semaine tous les samedis. Donc à samedi prochain pour une prochaine émission. Au revoir à tous et encore merci à Magali. Merci beaucoup de ta Merci à toi. participation et merci à Benoît. Hein, t'es arrivé un peu un peu à la dernière minute, mais du coup, ton analyse a été super intéressante. C'était un plaisir de participer en tout cas. Et j'espère une prochaine fois. Au revoir à tous.